Bonsoir. Vous êtes intervenu aujourd'hui à l'occasion de la toute première session de l'Académie de la mer. Quelles ont été les grandes thématiques abordées lors de cette matinée de travail ? Mon approche, c'est une approche géopolitique, de relations internationales. Donc l'idée, c'est d'étudier les grands rapports de puissance, mais aussi de coopération entre les États, les différents acteurs internationaux s'agissant de la mer. Donc ça peut concerner évidemment les rivalités, comme par exemple en mer de Chine méridionale, dans l'Indo-Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. Ça peut concerner les problèmes en Méditerranée orientale, entre la Turquie et la Grèce. Ça peut concerner aussi des problèmes plus économiques, relatifs au passage des détroits, le détroit de Malacca, qui est le plus emprunté aujourd'hui dans le monde, parce qu'il est sur la nouvelle route de la soie entre la Chine et l'Europe, par l'Asie du Sud-Est. Vous voyez, des questions à la fois économiques, militaires, mais aussi interculturelles en quelque sorte, parce que la mer, c'est vraiment un espace à la fois de rivalité et de passage. De partage. De partage, tout à fait. Les mers et les océans représentent 70% de la surface de la Terre et sont au cœur, vous l'avez dit, du commerce international, mais aussi de la géopolitique mondiale. Quelle est peut-être l'illustration la plus marquante à vos yeux de ces échanges? Quel est l'endroit, selon vous, le plus stratégique du monde? J'aurais tendance à dire, étant ici à Monaco, que la Méditerranée continue à jouer un rôle important. C'est pratiquement un tiers donc des échanges internationaux, entre 25 et 30%. C'est un lieu important aussi pour tout ce qui concerne les migrations transnationales, les échanges de population, le passage aussi des gazoducs et des oléoducs. On voit que sur les questions pétrolières, ça joue un rôle important, aussi par rapport au conflit en Ukraine. Donc c'est un lieu qui redevient un lieu absolument essentiel, à la fois du fait de la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie, qui passent par le canal de Suez, mais aussi du fait des problèmes européens eux-mêmes qui deviennent de plus en plus aigus. Et l'Europe continue, je ne sais pas si elle est au centre du monde, en tout cas elle est au centre des attentions des États-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre. Les mers et les océans, on l'a compris, permettent de connecter tous les continents. Ils sont riches en ressources. Ils sont donc, vous l'avez dit, aussi la cause de nombreuses tensions internationales. Comment les apaiser, les éviter aujourd'hui ? Vous avez raison, aujourd'hui on a besoin d'un véritable gouvernement des mers, pour reprendre des formules employées par les observateurs. Gouvernement par le droit. Il y a aujourd'hui un droit de la mer qui évidemment est soumis à rude épreuve avec des interprétations diverses. Les Chinois et les États-Unis ne voient pas le droit de la mer de la même façon, c'est tout le problème. Mais le droit reste un outil essentiel. Peut-être l'autre élément, ce sont les organisations internationales, notamment l'ONU. On voit bien qu'en ce moment, il y a cette question du traité sur la haute mer et le fait qu'il y a des mers qui sont en quelque sorte source de rivalité, mais il y a aussi la haute mer qui est un bien commun, un bien public mondial qui doit être partagé si nous voulons continuer à vivre tous ensemble sur cette terre en dépit, et sur cette mer, en dépit des rivalités. Donc oui, la coopération, je dirais, est plus que jamais nécessaire dans cette période de conflit. Coopération par les négociations entre les États, mais coopération aussi à l'échelle multilatérale, au niveau des Nations Unies ou au niveau des organisations juridiques internationales. Professeur, vous avez abordé toutes ces choses ce matin. J'aimerais que l'on parle de ces étudiants que vous avez eus en face de vous. Ils viennent de tout horizon, de tout âge. Considérez-vous on va dire que ce côté éclectique a enrichi vraiment les débats ce matin ? Ah oui, c'était passionnant. Moi, j'aime beaucoup dans mes enseignements faire participer les étudiants, même lorsqu'il y a des effectifs importants, là, plus d'une quarantaine d'étudiants. C'est important d'avoir ces interactions. C'est important aussi d'avoir cette diversité de profils entre des juristes, des gens qui ont fait de la science politique, de l'économie, des personnes aussi qui ont eu une carrière parfois très, très longue et qui, fort de leur expérience, partagent leurs connaissances et des anecdotes. Donc c'est ça aussi un cours, c'est pas simplement un enseignement magistral délivré par quelqu'un qui sait, mais un échange permanent entre des étudiants qui veulent comprendre et un professeur qui essaie de comprendre avec eux. Plus globalement, que pensez-vous de ce projet de l'Académie de la mer et des enseignements qui ont été proposés ?
J'ai répondu tout de suite très favorablement à son président Laurent Anselmi lorsqu'il m'a contacté. Je représente ici l'Université Paris-Panthéon-Assas qui est partenaire de cette Académie de la mer à travers le Centre Thucydide en relations internationales que je dirige. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, non seulement de représenter mon université, mais aussi de traiter de sujets dont je perçois l'importance. On est ici au cœur, donc je l'ai dit, de la Méditerranée, d'enjeux qui sont géopolitiques et essentiels. Et donc je crois que cette initiative vient à un point nommé. Et l'engouement qu'elle a suscité, je crois qu'il y a eu beaucoup de candidatures à cette école d'été, plus de 300, montre très bien que ce sujet est au cœur de l'attention. Merci infiniment à vous, professeur, d'avoir répondu présent à notre invitation sur Monaco Info. Merci à vous.